Moteur! Allons-y! Moteur! Bien, et où est le problème? J'ai été convoqué pour être juré. Bien, et où est le problème? Voilà, donc ça, c'est, vous l'avez compris, juré, hop, vous avez repéré, il s'agit du film de Clint Eastwood, le juré numéro 2. Alors, Clint Eastwood, oui, Clint Eastwood, il fait un film, on y va. Alors, on peut ne pas trouver toujours que c'est au top du top du top, mais enfin, c'est toujours très très intelligemment fait et surtout plein d'humanité. Alors, je voudrais vous citer quelques, quand même, au cas où vous les auriez oubliés, quelques films qui ont pu nous plaire, vous plaire. $1 Million Baby, ça c'était formidable, c'était un film de 2005, un film noir profondément humain, qui est d'ailleurs sa marque de fabrique. Et en même temps, c'est très simple. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de fioriture. En plus de ça, c'est très très bien réalisé. Alors évidemment, on peut dire c'est classique. C'est vrai. Juré numéro 2, c'est classique. C'est ce qui vient à l'esprit. Mais en même temps, c'est la simplicité qui donne la force au sujet. Alors, je parlais de $1 Million Baby. Oui, c'était une mise en scène sans artifice. Et c'était dans le monde de la boxe, vous vous en souvenez. Il y avait 2 personnages, 2 destins, 2 solitudes. Et il mettait déjà en avant, en 2005, dans ces films, des situations qui nous permettaient de méditer. Ça, c'est pas mal. Quand le spectateur sort du film, du cinéma, avec des réflexions qui peuvent tout d'un coup le hanter, c'est une très bonne idée. Ensuite, il y avait eu Gran Torino, vous vous en souvenez, c'est en 2009. Ça aussi, c'était du cinéma très net, clair, précis, qui racontait, démontrait, sans manichéisme, sans artifice, l'homme, Gran Torino. Et l'homme tel qu'il est, avec ses faiblesses, ses humeurs, ses grandeurs, voilà. Et du cinéma qui dit les choses, mais reste élégant. Après, il y a eu Au-delà. Vous en souvenez, je vous en citais que quelques-uns en 2010. Et là, Clint Eastwood avait choisi un sujet sensible où il laissait à chacun, encore une fois, le soin de l'interpréter. C'était une question sur l'au-delà. Sans réponse. Question de destin. Un film qui jouait sur le chaud, le froid, et chacun pouvait douter. Vous en souvenez, c'était un film qui se passait sous le tsunami avec Cécile de France et Matt Damon. Après, il y a eu Sully, ça aussi c'est très intéressant. Sully, c'est un film en 2016. C'est l'histoire à partir d'un homme, d'un pilote d'avion qui s'appelle Sully, qui était magnifiquement joué par Tom Hanks. Et là, Sully, l'avion n'allait plus et il s'est dit ou je tombe dans l'eau et je m'écrase et ça va faire mal, ou alors j'essaie d'amérir tranquillement, etc. Donc c'était un as. Alors c'était très intéressant parce que justement, il y avait une confrontation entre la technique et l'humain. Vous voyez, c'est quelque chose qui est intéressant parce que il faut revoir ce genre de film parce que aujourd'hui on y pense. La différence entre la technique et l'humain. C'est-à-dire que là, vous aviez les techniciens de l'avion qui disaient non, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça. Et vous aviez le pilote qui, lui, savait que pour sauver les gens qui étaient dans son avion, il fallait faire autrement. Et c'est ce qu'il a fait et il a eu raison. Voilà. Donc, ça veut dire que au fond, c'est un peu des anti-héros. Oui, parce que ce sont des gens comme vous et moi, quoi. Et c'était une très belle démonstration qui prouvait que l'homme était supérieur à la technique. Donc, faut lui faire confiance à l'homme. Faut arrêter de laisser penser l'intelligence artificielle à notre place. Alors bon, c'est vrai que quand on a en face de soi une imbécilité réelle, on peut se demander si effectivement dans la balance, faut peut-être ouvrir la porte à l'intelligence artificielle, même si elle est artificielle. Mais bon, ensuite il y a eu, je passerai là-dessus, mais il y a eu La Mule. Ça aussi c'était une histoire absolument incroyable, une histoire vraie. Et Clint Eastwood a endossé le rôle principal. C'est un homme qui respirait la liberté. Alors effectivement, il transbahutait de la coke, enfin voilà, à travers, et puis on lui disait rien, parce que c'était quand même un homme de 88 balais, on se dit, c'est rien, bon voilà. Et donc il y avait une sorte de légèreté, c'est un homme qui rit au fond qui riait de la morale, et je crois que Clint Eastwood est un peu comme ça. Bref, pour vous dire que Clint Eastwood a créé une œuvre qui lui ressemble, et le juré numéro 2, c'est aussi un personnage qui s'interroge. Un personnage qui s'interroge. Clint Eastwood fait un film de procès. Vous avez des gens qui adorent les films de procès, il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout. Moi, je me suis dit, ça va être un peu la barbe. Bon, mais j'y suis allé parce que c'est Clint Eastwood, et là, j'ai trouvé que le montage était parfait. C'est sans fioriture, ça, il faut bien le reconnaître. Il n'y a pas des zim boum boum, machin, à droite, à gauche, nanani, nanana. Mais c'est très efficace.
Par exemple, quand il mêle les interventions des avocats, c'est en ping-pong, c'est-à-dire qu'ils parlent même, on a l'impression qu'ils sont sur le même niveau. Quand tout d'un coup le jeune juré prend la parole, là aussi c'est très intéressant parce que il y a des flashbacks dans sa tête parce qu'il assiste au procès puisqu'il est juré numéro 2 et en même temps il voit les aventures qu'il a eues et il a des doutes. Donc tout ça est très très bien fait par Clint Eastwood. C'est pas manichéen. Il montre la complexité des êtres humains, quels qu'ils soient, et même, il le dit, les deux avocats là s'entendent très bien. Alors ça, aujourd'hui, il faut pas le dire. Ah ben non, il y en a un qui défend et l'autre qui accuse. Ben oui, mais c'est comme ça, on le sait, quoi. Voilà, et c'est pas gênant. Ils font quand même leur boulot. Et donc, au-delà de ça, Clint Eastwood nous donne quelques plans qui font sens, quand même, mine de rien. Moi, je voudrais vous en parler de quelques-uns pour vous donner une idée. Nous commençons, le générique défile sur un dessin, une sorte d'eau forte, qui représente la justice. La justice qui tient une balance, ok ? Et donc le générique court sur ce papier, si je puis dire. Image classique, qui est reprise ensuite en ronde bosse. C'est donc une statue autour de laquelle on peut tourner. Et donc, elle est filmée d'abord de face, en légère contre-plongée, c'est-à-dire que la justice est reine, quoi. C'est-à-dire, on l'honore, on la regarde d'en bas. Et puis, cette même statue est représentée un peu plus loin, mais cette fois-ci en plongée, point de vue de Dieu, et elle a sa balance, elle a toujours sa balance dans les mains, mais dans ce dernier plan, vu d'en haut, la balance se balance au gré du vent. Et ben voilà, tout est dit, le film est là, vous voyez ? Donc ça, c'est ce que j'appelle des plans qui sont beaux, mais qui ont du sens. Il y a aussi une chose intéressante, au début du film, on notera une jeune femme qui a les yeux bandés. On ne sait pas qui c'est, on lui ouvre une porte, elle se retrouve dans une chambre, et c'est une chambre du bébé qui va venir. C'est son mari qui lui a dit de fermer les yeux pour qu'elle puisse les rouvrir comme ça dans la pièce dans laquelle il y aura le futur. C'est-à-dire qu'elle enlève son bandeau pour quand on lui présente l'avenir. Image tout à fait intéressante qui nous paraît sympathique mais sans plus au démarrage. Or, elle a son importance parce qu'elle nous renvoie tout à fait à la fin du film où il y a, juste après une séquence de bonheur familial où l'enfant est né, il y a le père, la mère, tout ça se passe très très bien, on frappe à la porte. Le juré va ouvrir, puisqu'il s'agit du juré, avec sa femme, sa fille, qui vient de naître, on frappe à la porte, et apparaît qui derrière la porte ? La juge. Avait-elle, la juge, les yeux bandés jusque-là ? Parce qu'au démarrage, dans son esprit, elle avait été nommée pour accuser le prévenu, elle n'avait même pas l'idée de penser qu'il ne pouvait en être autrement. Et là, tout d'un coup, voilà, on réfléchit autrement. Et là, c'est ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on n'a pas la réponse. Qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas. Et on se souviendra de la phrase qui est prononcée par la future jeune mère, qui dit à son mari qui va être juré, « Tu me cajoles pour mieux m'abandonner ?» C'est une question, et là aussi sans réponse. Et donc, c'est la force du cinéma de Clint Eastwood. C'est sa simplicité élégante, son intelligence qui n'est pas artificielle de l'humanité. C'est-à-dire qu'il fait vivre et résonner ses personnages en leur âme et conscience. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quoi ça, l'âme ? Ah oui, d'accord. On ne sait pas trop, mais enfin bon, voilà, son âme et conscience, si, ça veut dire quelque chose. Évidemment, ce sont des mots obsolètes pour l'intelligence artificielle dont on nous rabat les oreilles, car l'intelligence artificielle va chercher ses sources chez Wikipédia, et c'est pas sûr que ces mots soient répertoriés. L'âme et la conscience, oulala. Bon, bref, j'exagère certainement. Et donc Clint Eastwood a cette supériorité, et c'est l'intérêt de ces films, c'est que Clint Eastwood, il est fin. Il nous dit la personnalité de l'avocate, accusatrice. Il souligne sa vie personnelle, c'est une politique qui a pour cheval de bataille des revendications féminines. Elle a des discours et elle se fait applaudir par les femmes. Alors évidemment, là, puisqu'il s'agit d'un procès, je vous l'ai pas encore dit, mais tout le monde le sait, si vous regardez les résumés, enfin, ou en tout cas même les annonces, ce juré, il est dans un procès où on va juger un type qui aurait tué sa femme, enfin sa copine, son amoureuse, voilà. Et donc, parce qu'on a retrouvé la femme dans un fossé et tout le monde les a vus dans le bistrot avant en train de s'engueuler, voilà. Effectivement, pour la juge, juger un garçon qui est plein de tatouages, qui a eu une algarade avec une femme, si cette femme en plus est retrouvée morte, pas d'erreur.
l'homme est homicide. Voilà, donc tout ça est intéressant et elle a ce discours-là parce qu'elle doit être élue, elle est femme politique aussi. Pour être élue, il lui faut la voix des femmes. Voilà, donc tout ça, ça nous ramène à des choses qu'on connaît. C'est d'autant plus intéressant que, et ça, peut-être que je m'avance, c'est vrai cette juge qui a été procureure, qui est juge et qui a une histoire politique, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à celle qui s'est présentée et qui, on le sait depuis aujourd'hui, n'a pas été élue face à Trump. Voilà, il y avait peut-être un petit quelque chose comme ça qui ressemblait à ce personnage-là, mais bon, je ne peux pas le dire avec précision. Et c'est là l'histoire du scénario de Jonathan. Il faut quand même reconnaître que l'histoire est très intéressante parce que c'est Jonathan Abrams qui a écrit une histoire qui ne pouvait que séduire Clint Eastwood. C'est donc un juré qui n'a pas très envie d'être juré. Mais pour rien, comme ça, c'est parce qu'après tout, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut juger quelqu'un ? Ah oui, qui a le droit et qui peut, en son âme et conscience, juger quelqu'un ? C'est vrai que c'est une vraie question, quoi. Je sais bien qu'il y a des gens qui ne se la posent pas, mais c'est quand même une question. Et il est quand même retenu. Et là, le choix est très arbitraire. C'est là aussi qu'on se pose déjà la question. Les jurés, on n'écoute même pas ce qu'ils font, d'où ils viennent, etc., etc. C'est vrai qu'il y en a certains, parce qu'à un moment, il y a une séquence dans les jurés, 12 hommes en colère, ça nous rappelle ça, évidemment. Et donc, on s'aperçoit que, pour des raisons différentes, ils le trouvent coupable ou pas. C'est pas par les faits. C'est par les faits qu'ils ont peut-être vécu dans leur chair, ou dans leur famille, ou autour d'eux. Voilà. Donc, les jurés, est-ce qu'ils sont vraiment impartiaux? Ça, c'est encore un autre sujet. Voilà. Et donc, ce juré numéro 2, qui ne veut pas non plus être juré, c'est que quand il entend l'histoire du prévenu, il se dit, mais moi, dans la nuit, peut-être même ce même jour, sous la pluie, avec ma voiture, j'ai heurté, je suis sorti de la voiture, j'ai regardé, j'ai rien vu, je pense que c'était un cerf. Mais le doute commence à s'installer. Et donc, c'est là qu'intervient toute la force et l'originalité du scénario du film, c'est qu'il va avoir un doute, et en même temps, sa conscience l'empêche de dénoncer un innocent, bien évidemment. Mais en même temps, lui, il vient d'avoir un bébé, ils fondent une famille, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est comme si, tout d'un coup, il vivait son propre procès. C'est très intéressant, très bien fait. Et au fond, on se pose la question, mais qui est coupable? Ni lui, ni lui, ni lui. Et en revanche, il faut quand même reconnaître qu'il y a une victime. Faut pas l'oublier. Kendall, cette jeune femme, elle est morte. Voilà. Et la famille est là, désespérée. Donc tout ça est très, très bien fait. À un moment, je crois que ça rappelle dans un discours politique, on entend la justice, c'est la vérité en action. Ah, oui, faut voir. Donc, ce sont des questions qui, tout d'un coup, vous renvoient à vous-même et à ce que vous faites, évidemment. À un moment, le juré est prêt à dire ce qu'il a vécu dans cette nuit-là. Je crois que c'est quelqu'un qui, parce qu'il est, en plus de ça, au fond, il aurait pu vivre la même histoire parce que lui aussi, comme le pseudo-tueur, il avait été dans les alcooliques, je sais pas comment on dit, anonymes, je crois, anonymes. Voilà, donc tous les deux alcooliques, c'était compliqué, quoi. Donc il sait très bien que s'il se dénonce, ça va faire mal, quoi. Voilà. Donc tout ça est très complexe et quand la porte s'ouvre, donc à la fin, on n'aura pas la réponse, mais je trouve quand même que la façon dont Clint Eastwood a filmé, on peut la comprendre. La juge apparaît dans l'encadrement de la porte, extrêmement éclairée par la lumière qui arrive, et donc on peut penser que c'est la fin d'un cauchemar, mais pour qui et pourquoi? Je ne sais pas. Donc écoutez, je me dis quand même que Clint Eastwood, 94 ballets, c'est quand même pas mal, non? C'est quand même pas mal d'arriver encore à nous faire des films où nous, spectateurs, on est obligés de réfléchir et de voir en son âme et conscience que ferions-nous dans cette situation. On s'écoute la bande-annonce. C'était en octobre dernier. Il pleuvait des cordes et j'ai heurté quelque chose. Je suis sorti de la voiture pour vérifier. J'ai cherché, j'ai rien vu. J'ai pensé que ça devait être un cerf qui s'était enfui. Bien, et où est le problème?
Maître juré. L'affaire Kendall Carter. Il y a 1 an, le 25 octobre, l'accusé James Sight et sa petite amie de l'époque, Kendall Carter, se sont disputés. Il va payer pour ce qu'il a fait. Où est-ce que tu veux en venir? Peut-être que c'était pas un cerf. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez envisagé d'autres suspects? Tu sais ce que tu dois faire. Voilà, donc c'est un film évidemment à voir. Je vous ai pas dit le quart de ce qu'on pourrait dire à propos de ce film, parce que même dans les jurés, il y a un flic, et là aussi, il a un rôle très important. Enfin, mais tout ça, vous le verrez vous vous rendrez compte de ça quand vous serez allé voir ce film, que je vous recommande. Voilà, un Clint Eastwood, on y va. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Merci Pierre-Jean.